Ciao raga, bienvenue dans ce nouveau débrief, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce soir les performances des clubs italiens en Coupe d'Europe. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble sur Twitch. J'espère que vous m'entendez bien. Je salue déjà Nizar et Poisson qui sont dans le chat. Une actualité forcément très intéressante à débriefer ce soir, pas pour tous les clubs italiens. On vient de finir, si vous étiez devant ce match, une superbe rencontre entre l'AS Roma et Bologne, avec forcément un grand perdant, un grand vainqueur. Pas forcément celui lequel on s'attendait. Je commençais à en discuter avec certains d'entre vous dans les messages privés sur Calcioteo, et c'est une surprise, on va pas se mentir, puisque Bologne a bien moins classé que l'AS Roma, est allé chercher cette qualification en quart de finale. Salut Passion Calcio France. Premier big up que je peux lui passer si vous êtes intéressé par la Serie A, c'est peut-être la raison de votre présence ce soir. Vous allez aussi être intéressé par ce que Passion Calcio France fait à l'écrit. Super intéressant de lire ce que fait Patio Calcio France, un compte sur Instagram, résumé de la série A, de la série B et de la série C à l'écrit. C'est forcément aussi quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Ciao, ça, je pense que c'est Valentin Feuillette, Gallo Valo, vu le pseudo-journaliste Foot Mercato. Ciao mon Théo, ciao mon Valou, j'espère que tu vas bien. On va commencer tranquillement, messieurs, dames, ce débrief avec, forcément, je vous le disais, cette victoire de Bologne face à l'AS Roma. Curieux d'avoir votre avis dans le chat sur ce match. Est-ce que vous vous attendiez à voir cette équipe de Bologne à passer en quart de finale? Je le disais il y a quelques instants, bien moins classée que cette AS Roma en championnat. Peut-être un peu plus débordée. Et au final, il y a 7 buts ce soir à l'Olympico. Et cette qualification des hommes de Vincenzo Italiano, qui n'est pas le grand spécialiste quand même des qualifications en Coupe d'Europe. Gasperini l'est un peu plus. Au final, le foot n'est pas une science exacte, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait bien trop facile à prédire, puisque c'est le coach aux 2 défaites en finale de Conference League avec la Fiorentina qui se qualifie ce soir pour les quarts de finale. Je vous montrerai le tableau dans quelques instants, ça me permettra de savoir à quelle sauce Bologne va être mangée au tour prochain. La frappe de Rowe, nous dit Nizar, grazie mille, nous dit Passion Calcio France. Ouais, la frappe quand même de Jonathan Rowe pour revenir au match, elle est exceptionnelle. Franchement, c'est pas la première fois qu'il nous en sort des comme ça l'anglais, et c'est vraiment un super match. Salut à Eden aussi qui nous rejoint ce soir. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous retenez de ce match. 7 buts, donc je le disais. On va parler aussi des performances individuelles dans quelques instants, parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses, notamment du côté de l'AS Roma, malgré cette défaite. Tout n'est pas à jeter. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est peut-être pas une surprise au vu du résultat, puisque Gasperini n'avait jamais mis l'Europa League sur le premier plan en termes de priorité pour l'AS Roma cette saison. Il l'avait dit encore il y a quelques semaines, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo YouTube. C'est pas sa priorité à l'ancien de l'Atalanta. C'est quand même un choix étonnant pour lui, surtout qu'il l'avait dit quasiment en même temps que cette déclaration, on va dire un peu choc, que s'il n'y avait pas de quatrième place la saison prochaine, il ne fallait pas compter sur lui pour qu'il soit l'entraîneur de cette AS Roma. Et cette AS Roma, elle va devoir se battre jusqu'au bout pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Como est revenu à la charge, la Juve aussi, c'est la bande à Fabregas qui occupe actuellement la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, derrière les 2 clubs de Milan et derrière le Napoli. Et donc, ce sera forcément par le championnat que la bande à Gasperini devra passer si elle veut retrouver cette Ligue des Champions quasiment 10 ans après son épopée en demi-finale. Souvenez-vous, en 2017-2018, première saison après le départ à la retraite de Francesco Totti, il y avait eu cette demi-finale exceptionnelle en Ligue des Champions, perdue face à Liverpool. Juste avant, il y avait eu une remontée folle face au FC Barcelone, et c'est là la dernière aventure de l'AS Roma en Ligue des Champions, qui ne pourra pas donc, grâce à peut-être une victoire finale en Europa League, qui on le rappelle qualifie directement un club en Ligue des Champions. Ce ne sera pas pour cette année. Pour les Giallorossi, la performance individuelle dont j'avais envie de vous parler, je ne sais pas si vous avez quand même gardé un œil, je pense que c'est important en tant que francophone qu'on l'ait. La performance de Robinho Vaz ce soir, elle est vraiment intéressante, et je trouve que c'est super encourageant pour lui, malgré son jeune âge, de voir que Gasperini lui a donné de la confiance dans un match vraiment couperé et vraiment intéressant. Il fait plusieurs grosses actions, le français. On retiendra peut-être son penalty, sa tentative de provoquer un penalty en toute fin de rencontre si vous n'avez vu que les prolongations. Mais avant ça, Robinho Vaz, c'est un penalty qui lui a été sifflé pendant les 90 minutes de temps de jeu, qui a été transformé par Malen. C'est une passe décisive sur le 3 partout de Lorenzo Pellegrini, et c'est globalement une superbe entrée pour le français. Forcément des bonnes choses à mettre à son actif. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez découvert ce joueur, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous étiez déjà au courant de ce qu'il proposait à Marseille.
Mais à l'AS Roma, en tout cas, c'est intéressant et il se contente de bouts de match, comme c'était déjà le cas avec l'OM et De Zerbi. Gasperini lui donne peut-être un poil moins de confiance, mais ça reste quelqu'un de très jeune. Et du haut de ses 18 ans, je trouve que la performance de Robinho Vaz, elle fait du bien quand même à l'AS Roma qui, devant, va devoir composer, on le rappelle, sans Paulo Dybala, au moins jusqu'à la fin de la saison. Les anciens de Liga ont bien fonctionné aujourd'hui, nous dit Nizar. Ouais, franchement, ouais, hein. Jonathan Rowe qui met un pétard et Robinho Vaz aussi. J'ai pas pu voir le match, c'était comment? Ça devait être fou. 4-3, nous dit Eden. Écoute, c'était une superbe rencontre. Les 7 buts reflètent évidemment la physionomie d'une rencontre complètement folle. Bologne a eu 2 buts d'avance, à un moment donné 3-1, et sur des actions parfois individuelles, parfois vraiment collectives. Castro qui a complètement allumé les cages de Miles Villar. Encore un but pour Ndika, je vous en avais parlé dans le dernier débrief sur Calcio Theo, mais il a 3 buts d'affilée en Serie A, l'ancien défenseur de la JOCR, et il enchaîne aussi en Europa League un nouveau but de la tête pour le défenseur ivoirien, ça n'aura pas suffi, donc avec cette ultime réalisation de Cambiaghi en prolongation, 4-3 score final, et avec le 1 partout à l'Olympico de la semaine dernière, c'est donc Bologna qui se qualifie pour ce nouveau tour de la compétition, un nouveau tour de la compétition qui implique donc un nouveau tableau. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants parce que c'est forcément la question qu'on va se poser pour la chute de cette compétition. Bologne est la dernière survivante côté des clubs italiens en Europa League. On va parler un peu plus tard de la Ligue des Champions, de la Conference League, mais en tout cas dans cette compétition à la Coupe Orange, c'est le dernier survivant. Vous avez le tableau qui s'affiche actuellement sur votre écran et l'adversaire qui va arriver pour les Bolognaises. Ce sera Aston Villa qui lui aussi s'est défait un peu moins dans la difficulté peut-être que Bologne a ce soir de son adversaire, en l'occurrence un club français, Lille. 2 clubs français sont sortis à ce tour, l'Olympique Lyonnais qui a été défait par le Celta Vigo et Lille qui n'a pas su renverser la vapeur du côté de Birmingham, et ce sera donc un duel face à Unai Emery. Gasperini et Unai Emery, 2 coachs qui ont gagné l'Europa League, l'un des deux l'a gagné à de plus nombreuses reprises, mais c'est forcément un duel intéressant et c'est ce qui se serait passé d'ailleurs si la Roma s'est qualifiée. Faut pas que je me trompe. Vincenzo Italiano face à Unai Emery, pour le coup, Italiano qui sera bien moins expérimenté que Unai Emery dans ce duel-là. Un duel qui arrive d'un côté du tableau qui, vous l'avez vu, est peut-être assez abordable. Stuttgart, Porto, Nottingham Forest et Midtjylland de l'autre côté. Et puis derrière, il y aura cette demi-finale et il faudra aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté puisque le Celta Vigo est passé, le Betis Séville également. Il reste encore des clubs espagnols, il reste encore des clubs anglais et c'est globalement une compétition assez ouverte qui s'ouvre maintenant avec la sortie de l'AS Roma qui était quand même un concurrent assez sérieux et puis la sortie de l'Olympique Lyonnais, premier de cette phase de poule d'Europa League, éliminé dès les huitièmes de finale de l'Europa League, donc ils ne sont pas passés par les barrages, les Rodaniens. Ils ont pris un carton rouge à ce match retour très tôt dans la rencontre et ils s'inclinent finalement 2-0 après avoir fait un match nul en Espagne. Ça en est donc déjà fini pour la bande à Hendrik et c'est donc forcément une deuxième partie de compétition assez intéressante qui va s'ouvrir pour Bologne. Curieux d'avoir vos pronoms dans le chat. Est-ce que ce miracle face à Rome ce sera le dernier et que au tour prochain face à Aston Villa une forme de logique sportive va être respectée ou une forme d'intensité vraiment différente? Ou Aston Villa, on va pas se mentir, c'est pas du tout la même intensité que Bologne et ce sera déjà fini pour eux. Curieux d'avoir votre avis dans le chat. À noter pour Aston Villa ce soir, c'est un ancien joueur de la Serie A qui a scellé la qualification, Leon Bailey, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait fait les 6 premiers mois de cette saison du côté de la Roma, retourné à Aston Villa depuis, et il est rentré en fin de rencontre, et c'est lui qui cloue le suspense à Birmingham. Score final 2-0 pour Aston Villa face à Lille, qui passe donc pour la suite de cette compétition. Je pense que le volet Europa League, à moins que vous ayez une dernière fois à nous partager dans le chat, on va pouvoir le clore. Ça va être intéressant désormais de revenir quand même sur le match de ce soir. On ira avoir un mot quand même sur l'Atalanta et la Ligue des Champions dans quelques instants, mais on va quand même se concentrer sur l'autre performance d'un club italien ce soir parce qu'il n'y avait pas que Bologne, heureusement pour le coefficient UEFA. Il y avait une autre équipe qui a réussi elle aussi à se qualifier. C'est la Fiorentina face à Racco, le club polonais qui jouait en rouge ce soir. Vous le voyez à l'écran avec Parisi à la lutte, au duel. Une nouvelle qualification pour la Fiorentina à un stade élevé de la Conference League. C'est pas encore les 2 finales perdues, c'est pas encore la demi-finale de la saison passée, c'est déjà au moins un quart de finale pour la bande à Vanoli qui va continuer de créer ce mystère complètement fou, celui de jouer le maintien en Serie A et en même temps de se rapprocher d'un dernier carré d'une Coupe d'Europe. C'est vraiment un mythe à part, ce club de la Fiorentina. J'ai eu l'occasion
pas d'en faire un sujet, une vidéo entière pour la Fiorentina, mais d'en avoir parfois quelques bribes. Et c'est encore un grand mystère. La Pologne réussit à la Fiorentina qui s'était défait de Jagiellona en barrage et qui là sort Racco aller-retour, le retour en Pologne. Et Dieu sait que ça a été compliqué pour la bande à Vanoli qui, comme au match aller, a été mené, mais a su réagir ensuite pour finalement se qualifier. J'espère Bologne, c'est les seuls qui peuvent sauver le football italien cette année, nous dit Eden. Très très belle affiche face à Crystal Palace finalement, nous dit Passion de Calcio France justement hein, pour ce match entre la Fiorentina. Je vous montrerai le tableau juste après qui va se mesurer aux Anglais. Je pense que le succès face à la Cremonese a scellé le maintien. C'est vrai que oui, j'ai pas pensé à vous mettre le classement là dans toutes les images que j'ai à vous montrer, même si j'ai une belle surprise pour la suite de cette saison à vous montrer en fin de live. Mais c'est vrai que ça bouge au classement pour la Fiorentina qui commence doucement mais sûrement à sortir de ce maintien. Rien n'est encore fait. Les Las Vérone et Pisa semblent être les deux premières équipes à reprendre ce train de la Série B à la fin de la saison. Mais entre Lecce, Cagliari, la Fiorentina, peut-être même Parme, le Genoa, le Torino, si on va chercher un peu plus haut, rien n'est encore fait. Les 40 points, c'est toujours l'objectif symbolique et mathématique qu'il faudra aller chercher pour le club de Florence, qui en tout cas s'offre encore un peu plus le droit de rêver dans cette Conference League. Le tableau donc est avec Passion Calcio France qui nous l'a annoncé et il va être très intéressant à suivre. Il promet aussi une nouvelle belle rencontre pour la Fiorentina puisqu'elle va se mesurer, vous allez le voir sur votre écran, face à Crystal Palace, un club anglais, club qui lui aussi a... Alors si je vous remonte l'Europa League, ça va pas le faire, ce sera plus intéressant. Si je vous montre la Conference League là, ça devrait être mieux. Avec donc, je vous le disais, cette confrontation face à Crystal Palace, un club qui a l'habitude de marquer l'histoire récemment. C'est eux qui sont allés chercher leur premier titre dans une Coupe d'Angleterre la saison dernière face à Manchester City. C'est un club qui a eu besoin de ses super subs ce soir, Ismaël Assar et Jean-Philippe Mateta pour faire la différence. Ismaël Assar, un ancien de l'OM aussi que vous connaissez peut-être, c'était face à Rijeka que ça s'est joué pour Strasbourg et c'était face au club de l'Armaka pardon, pour Crystal Palace que ça s'est joué. Un côté du tableau qui reste assez ouvert donc avec Lech Poznan, le Shakhtar, Alkmaar, la Z Alkmaar et le Sparta Prague de l'autre côté. Strasbourg qui est passé aussi lui de l'autre côté. Et donc les gros sont encore là, on va dire, Crystal Palace, Fiorentina, Strasbourg, mais c'est forcément une rencontre qu'on va suivre avec beaucoup de hâte. Et si la Fiorentina, après avoir réussi à sortir de ce double piège polonais, nous sort l'exploit d'aller sortir une équipe européenne anglaise, je pense qu'on pourra tirer le chapeau à la bande à Vanoli, même si c'est pas glorieux en Serie A cette saison, c'est quand même tellement fou en termes d'anecdotes et de parcours que d'être capable d'enchaîner autant en Coupe d'Europe tout en jouant le maintien, ça force quand même l'admiration. Deux des trois grands favoris de la compétition qui s'affrontent déjà en quart, nos Dinizar. Ouais, clairement, faut pas l'oublier. C'est vrai que quand on voit le tableau, on pense à l'AEK Athènes où il y a Luka Jovic, l'ancien de l'AC Milan, si vous voulez un peu de suivi de Serie A dans cette compétition. C'est vrai que de l'autre côté, hormis Strasbourg et peut-être Athènes, Mayence, si mes souvenirs sont bons, c'est assez compliqué en Bundesliga cette saison. C'est vrai que les gros sont quand même plus là, on va pas se mentir. Les gros étaient pas forcément déjà là. Chelsea, la saison dernière, faisait vraiment office de mastodonte dans ces conférences League. Ils étaient favoris dès le départ et ils ont gagné en finale face au Betis Séville. Ça a été long par moment, mais on n'a pas senti non plus un Chelsea très inquiété. Là, il y a quand même plusieurs favoris. Nizar, tu fais bien de le rappeler. Et ils vont déjà devoir se tuer les uns les autres dès ce quart de finale. Crystal Palace Fiorentina, donc pour la prochaine étape de cette compétition. On peut que espérer pour le coefficient UEFA évidemment qu'un club italien parvienne à rester dans cette Coupe d'Europe puisqu'il reste un représentant en Europa League, un en Conference League et pas plus. Alkmaar aussi, gros client nous rappelle Nizar. Alors dans mes souvenirs, il y a un Tony Parrott, si je dis pas de bêtises, un attaquant irlandais qui a marqué pas mal de records récemment. Dites-moi si je me trompe dans le chat, mais c'est le nom qui me vient en tête, l'ami Tony Parrott, qui je crois est l'un des gros cracks, ou tout du moins qui a marqué récemment l'histoire avec sa sélection nationale. Malgré la baisse de niveau en Serie A cette saison, les clubs italiens en Europe, c'est intéressant vu l'effectif des clubs. Ouais, clairement, Poisson, c'est important de le souligner. Ça me permet, hein, comme vous êtes en petit comité ce soir, de vous donner l'info. Demain matin sort une nouvelle vidéo sur Calcio Théo, un format court sur la Lega Melandri. On va parler de la répartition des droits télé de la Serie A en Italie. Après la vidéo sur le Decreto Crescita qui vous avait beaucoup plu. Et je vous en remercie énormément, hein, d'ailleurs pour le soutien. 80 000 vues sur Instagram, 70 000 sur TikTok. Énormément de gens qui ont rejoint Calcio Théo juste après cette rencontre. C'est aussi grâce aux personnes qui sont là depuis le départ et je le sais à l'ensemble des pseudos que je vois là que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Donc merci pour la force que vous avez apportée jusque-là et j'espère qu'on pourra emmener Calcio Théo encore plus loin.
Merci Nizar de me rappeler, Troy Parrott formé à Tottenham, voilà. Et donc c'est lui, cet attaquant qui me vient en tête, qui sera de l'autre côté de cette équipe, de cette confrontation pardon, en Conference League, de l'autre côté du tableau, et que la Fiorentina pourrait potentiellement retrouver en demi-finale. Ça nous laisse la possibilité désormais de parler de la dernière Coupe d'Europe, où il n'y a plus de club italien, mais où il y a quand même quelques éléments à raconter. On va parler de cette débâcle, de cette humiliation, de cette, je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler dans le chat. Je vais vous mettre une photo qui va vous rappeler très vite qui a été l'ennemi de cet Atalanta pendant ce match aller-retour du Bayern Munich. Harry Kane n'est revenu que pour le match retour en Allemagne et ça ne l'a pas empêché de rappeler à quel point c'était un buteur extraordinaire. 10 buts encaissés aller-retour pour la bande à Palladino qui aura le mérite de marquer à chaque rencontre. Mais bon, 10-2 au score cumulé, ça reste quand même une sacrée claque pour l'Italie. Match où vraiment le Bayern a envoyé un sérieux message à l'Europe. Le Bayern Munich qui se qualifie donc pour ses quarts de finale. L'Atalanta, dernière représentante d'un club italien en Ligue des Champions, c'est fini. Elle avait succédé héroïquement lors du tour précédent avec une remontada face à Dortmund. Les clubs italiens qui avaient échoué au tour précédent, la Juve et l'Inter, c'est pas forcément le même sort qui a attendu leur adversaire puisque le tombeur de la Juve et le Galatasaray s'est lui aussi effondré face à Liverpool. Le Bodo Klimt, pardon, qui avait réussi à se défaire de l'Inter, lui en revanche a craqué au match retour face au Portugal. 5-0 pour les Portugais qui donc ont réussi à se défaire du piège norvégien et qui passent au tour suivant de la compétition. Je ne sais pas si c'est moins humiliant que Chelsea finalement, nous dit Nizar. Alors, est-ce que tu nous fais référence au PSG Chelsea? Dis-moi de quel match tu nous parles, Nizar, parce que c'est vrai que je l'ai pas. Et dire qu'il y a un an, on a tapé le Bayern en quart, nous dit Eden. Alors, Eden, si je me fais la réflexion, Inter-Bayern, c'est en quart. Est-ce que j'ai affaire à un supporter Nerazzurro? Est-ce que j'ai juste parce que pour moi c'est ça, le quart de finale gagné l'an dernier avec un match nul au retour si je dis pas de bêtises et une courte victoire à l'aller. C'est le souvenir que j'ai en tête. Dites-moi, messieurs, dames, si je suis dans la bonne direction. En tout cas, une chose est sûre, Atalanta-Bayern, une grosse claque pour Palladino qui est revenu au 3-5-2 au match retour. Je vous en avais parlé en vidéo il y a quelques temps, mais il avait complètement raté son approche tactique, le tacticien de l'Atalanta au match aller, un 4-4-2 sur les 45 premières minutes. C'est une tentative, on peut quand même la remercier. Le problème, c'est qu'elle a permis au Bayern d'en mettre 3 en première période et qu'elle en aura aussi mis 3 en seconde. 6-1 au match aller et donc 4 buts à 1 en match retour, ce qui porte le total à 10-2 score cumulé. On aura vu de toute façon quasiment l'une des meilleures équipes en Europe et le Real Madrid et le Paris Saint-Germain auront à cœur de se tester et de voir ce qu'ils sont capables de proposer en quart de finale en Ligue des Champions puisque ça va être peut-être les deux autres favoris. J'y pense, mais c'est superbe l'invitation que tu as eue au Paris FC. C'est gentil, merci Poisson. J'ai utilisé ma carte de presse puisque je suis journaliste pigiste à côté. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas pensé parce que c'est ma première carte de presse. J'ai 25 ans, c'est la première année, c'était ma première année en tant que pigiste qui vient de se terminer. Là, je suis en train de démarrer la deuxième et du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir me rendre disponible pour ce match-là. Je vais essayer de le faire sur d'autres tant que ma carte de presse est encore valide parce que ça fait des superbes images et ça m'a donné la possibilité de discuter avec Coppola et Coleocho qui sont deux super gars. Coppola qui était très à l'aise, Coleocho aussi. Et puis surtout, ça me permet de donner un peu des nouvelles sur Calcioteo des Italiens en France puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Le Paris FC fait vraiment preuve d'anomalie un petit peu en Europe. Dans les commentaires, je vous en avais parlé avec vous, mais hormis le Borussia Dortmund, il n'y a pas beaucoup d'autres clubs hors Serie A qui mettent autant en avant des joueurs azzurri. Coppola qui sera peut-être dans la liste de Spalletti demain, il y a un monde où ça arrive. Coleocho, lui, il y a encore quelques paliers à franchir avec les U21, mais en plus, c'est deux joueurs qui performent avec le Paris FC cette saison. Donc c'était super de un, pouvoir les voir depuis le stade et de deux, de discuter avec eux pour pouvoir vous ramener tout ça sur Calcio Théo. Ouais, le 8-2 de Paris-Chelsea nous dit Nizar dans le chat. Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a renversé la tendance. Ils vont pas retrouver de club italien sur leur chemin cette saison puisqu'il n'y en a plus, mais ça aurait pu être aussi une belle confrontation de style pour le Paris Saint-Germain de voir ce qu'ils ont à proposer face à un club italien, puisqu'on se souvient, enfin vous vous souvenez sûrement de ce match face au Milan AC il y a 2 saisons qui avait permis au match aller au Paris Saint-Germain de montrer sa supériorité au Parc des Princes et au match retour c'était peut-être l'un des meilleurs matchs collectivement l'AC Milan de cette saison-là dans une saison un peu morose de s'imposer avec notamment un retourné de Raphaël Leao et un super match de Ruben Loftus-Cheek. Le tableau final de cette Ligue des Champions, il s'affiche sur votre écran, donc ça s'arrête pour l'Atalanta
qui voit le Bayern se mesurer au Real Madrid. De l'autre côté, PSG, Liverpool. Et puis il y aura ensuite Barcelone, Atlético Madrid, Sporting, Arsenal. Et donc encore beaucoup de grosses affiches à suivre de chaque côté. Ce ne sera plus le cas pour l'Atalanta, je vous l'ai dit, qui n'a pas survécu à cette tornade qu'a été le Bayern. Ça va nous laisser la possibilité d'avoir peut-être un dernier mot sur la Fiorentina. Et j'allais dire, une fois qu'on aura eu ce mot sur la Fiorentina, euh, non, je pense que la Fiorentina, même on l'a fait, j'avais envie de vous montrer ce dernier petit élément ce soir. Il est juste là. Si j'arrive à vous le montrer, ce serait quand même plus sympa. Voilà, il est juste là. C'est ça la dernière petite indiscrétion que je suis allé vous chercher juste avant que le live démarre. J'avais envie qu'on ait un petit passage sur cette nationale qui va affronter l'Europa, qui va affronter l'Irlande du Nord plutôt. Nizar qui nous dit Arsenal va gagner la Ligue des Champions. Je suis fan d'Arsenal en même temps. J'espère pour toi, Nizar, écoute, un titre en première ligue, ce serait déjà historique pour les Gunners, mais si une victoire finale en plus au bout en Ligue des Champions, ce serait une double raison de plus à Londres de faire la fête. J'avais envie de vous montrer cette compo, puisqu'en allant chercher les tableaux finaux des différentes Coupes d'Europe dans la Gazzetta du jour, j'ai eu aussi les premières indiscrétions de la presse italienne sur la composition de l'Irlande du Nord, de l'Italie face à l'Irlande du Nord. Mine de rien, c'est dans 6 jours, puisqu'il est minuit passé, minuit 5. C'est dans 6 jours que l'Irlande du Nord va se déplacer à Bergame, affronter une Italie qui tremble déjà pour un joueur, puisque vous le voyez peut-être être remplacé entre parenthèses. Tonali est sorti sur blessure au FC Barcelone hier. On craint possiblement une déchirure ou tout du moins que la cuisse soit touchée, ce qui voudra dire à 6 jours d'intervalle de ce match couperet, vous vous en doutez bien, qu'il ne sera pas présent, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan. En tout cas, dans la composition du jour de la Gazzetta que vous voyez là, il est présent. Le milieu de terrain de Newcastle, aux côtés de Locatelli et Barella, Politano et Di Marco sur les côtés, une charnière centrale composée de Calafiori, Bastoni et Mancini, Gigio au cage et Kineretegui devant. C'est la supposition, la tentative de 11 de la part de la Gazzetta, tout en ayant bien une information en tête. Ce sera demain que Gennaro Gattuso va dévoiler sa liste avec la nationale et on a globalement quelques certitudes, des doutes, et le dernier doute en question c'est donc pour Sandro Tonali. Gravina en parlait encore en conférence de presse ce matin. J'espère un back-to-back pour Paris, nous dit Poisson. Bon courage contre Liverpool, nous dit les amis. Surprenant que Retegui soit maintenu en Italie malgré le fait qu'il soit parti au Qatar, nous dit Nizar. Écoute, ça peut être surprenant, j'avoue, je le comprends d'un côté, et d'un autre, le fait qu'il soit encore assez jeune et qu'il performe, dans la mesure où il enchaîne, il est titulaire et il marque, je pense que c'est peut-être qui explique le fait qu'il soit toujours appelé en national et l'Oriundi. Peut-être que si Scamacca ou Esposito enchaînaient encore plus qu'ils le font actuellement, Scamacca quand même recommence à redevenir un titulaire du côté de l'Atalanta. Esposito est peut-être un poil plus jeune pour ne pas prétendre au poste de titulaire derrière Marcus Thuram et Lautaro Martinez sur le front de l'attaque de l'Inter. Donc je pense que c'est ces éléments-là qui font que il est encore titulaire avec la nationale, et au-delà du fait qu'il a fait une superbe saison avec l'Atalanta l'an passé, on se rappelle de ce duel pour être le meilleur buteur de la Serie A avec Moiskin, un duel qui semble bien lointain maintenant quand on voit les difficultés que Moiskin a, et il est d'ailleurs loin le seul d'être en difficulté, l'ancien buteur de la Juve ou du Paris Saint-Germain avec la Fiorentina cette saison, mais c'était quand même un duel qui a vraiment tiré vers le haut le classement et ce trophée du Capocannoniere et la saison dernière. Peut-être que c'est ça, Nizar, qui explique qu'on l'a encore ce Retegui en attaque avec la nationale, sa régularité au Qatar et le fait que c'est peut-être un joueur qui reviendra aussi encore en Europe dans un proche avenir. Keane, il est encore bon à la FIO, nous dit Eden. Écoute, c'est la grande question qu'on peut se poser. Keane marque quand même depuis ce début de saison. C'est pas non plus un joueur qui a complètement perdu son football. Il évolue dans une équipe qui doute et l'aspect mental est, je pense, hyper important. Peut-être sous-estimé quand une équipe gagne ou quand on voit pas forcément de signes un peu inquiétants. On le voit franchement cette saison. On en parlait plus tôt dans le live avec Passion Cassio France qui nous rappelait l'importance du succès de la Fiorentina face à la Cremonese et ce match de la peur. T'as pas encore eu de match déclic ou référence pour l'attaque de la Fiorentina, c'est pour ça que ça change beaucoup. T'as Piccoli qui a pris du temps de jeu encore ce soir en Conference League. Albert Gudmundsson, l'ancien joueur du Genoa, l'Islandais, qui aussi prend du temps de jeu devant. Moiskin est parfois là, parfois non. Et donc de toute façon, il n'est pas parti pour battre des records comme la saison dernière.
puisque c'est une saison qui est difficile pour tout le monde. C'est un joueur qui peut-être va se relancer avec la nationale et ça pourrait un peu créer cet effet inverse. On se rappelle d'un Antoine Griezmann quand il était en difficulté en club qui retrouvait de la confiance avec les Bleus à chaque fois qu'il retrouvait le maillot de la sélection nationale. On peut espérer que ça soit le même sort pour Moise Kean, mais c'est vrai que c'est pas l'attaquant aussi étincelant qu'on a connu que la saison dernière. Scandale si l'Italie ne se qualifie toujours pas, ça va devenir inquiétant à force, nous dit Nizar. Ça va être évidemment hein, le grand questionnement de ce match. Là, je vous montre la compo, mais l'aspect mental, il est hyper important. On va voir dans quel état d'esprit l'Italie se présente à Bergame. Un match qui, on le rappelle, hein, tout a été fait du côté de la fédération pour pas qu'il y ait de porte, l'inverse du porte-bonheur, donc pas un porte-malheur, mais qu'il y ait de malédiction autour. Le match n'a pas été joué à San Siro, on n'a pas cherché à le faire jouer dans un autre stade peut-être un peu moins connu. Ce sera à Bergame, ça n'a pas non plus été décidé de le mettre au Stadio Olimpico. Alors, il faut quand même rester réaliste. Hein. Le match face à la Macédoine du Nord en 2022, c'était en Sicile. Ça n'avait pas empêché ce scénario cataclysmique de se produire. Le Gewiss Stadium, stade de Bergame, va donc accueillir cette rencontre le 26 mars prochain. Toujours est-il que, voilà, on est à 90 minutes d'un match qui, dans tous les cas, va être un tournant dans l'histoire moderne de cette Italie-là. Peut-être que Esposito sera titulaire, c'est en tout cas ce qu'Eden tu souhaites dans le chat. On ne sait pas quel on sera abordé. On va déjà voir le groupe hein, demain qui va être mis à disposition, que Gennaro Gattuso va mettre à disposition face à l'Irlande du Nord. Et on espère évidemment une qualification de l'Italie. Ce serait terrible. Et en même temps, comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo du Decreto Crescita, est-ce que c'est pas cette troisième élimination en Coupe du Monde qui obligerait en quelque sorte l'Italie à remettre en question son modèle footballistique? On en vient parfois à arriver à cette pensée-là, tant l'Italie est dans un tunnel. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs, et sur le compte de Passion Calcio France, il en parle. Moi, j'essaye d'en parler aussi en vidéo quand j'ai l'occasion. Les grandes manœuvres pour les rénovations des stades en Italie, c'est en ce moment que ça se joue. Jusqu'à la fin de cette année 2026, vous allez avoir beaucoup de lancements, de rénovations de travaux ou de créations de stades qui vont être faites, puisque l'Euro 2032, c'est dans 6 ans, et c'est surtout dans 6 ans que l'Italie va accueillir cette compétition avec la Turquie. Autant vous dire que le chantier est colossal, puisque au-delà de changer son football, l'Italie doit aussi rénover ses stades. San Siro, ça a été validé il y a quelques temps. L'AS Roma, c'est en train d'être fait. L'AS Roma va se construire un nouveau stade. La Lazio va récupérer un ancien stade qui est toujours disponible à Rome. Il n'est simplement plus utilisé. Je crois que dans mes souvenirs, c'était l'ancien stade du 15 de l'Italie en rugby. N'hésitez pas à me dire dans le chat si je me trompe sur ça. Mais les deux clubs de Rome au Stadio Olimpico, c'est terminé. Dans le même stade, d'une manière générale, même, c'est fini. Et il y a des rénovations qui sont lancées un peu à droite à gauche. Vous le voyez peut-être si vous regardez la Serie A. Mais le stade de la Fiorentina est en rénovation. Vous avez le stade de Cagliari aussi qui est sur le point d'être refait. Les stades plus neufs, vous avez celui de l'Atalanta et de l'Udinese, mais l'Italie est dans une année charnière pour la rénovation de ces stades-là, puisque on est certes à 6 ans de cet euro, mais l'urgence reste là, et même pour des stades qui ne sont pas forcément candidats, le revoir par exemple un stade de Naples rénové avec des sièges et une ambiance refaite, ce serait pas non plus une mauvaise chose, puisqu'il y a beaucoup de stades en Italie qui sont trop vétustes malheureusement. Trajovski, ancien joueur de Palerme qui avait crucifié l'Italie dans son ancien stade. Oui, c'est vrai que c'était ce but à la 92e marqué par Trajovski. Si l'Italie bat l'Irlande du Nord, ils affronteront qui déjà, Nizar? Tu nous poses la question dans le chat. Ce sera soit le Pays de Galles et donc un déplacement à Cardiff au match retour, soit la Bosnie et donc un déplacement du côté de Sarajevo. Le tirage au sort a déterminé le fait que l'Italie recevait au match aller, mais ne recevra pas au match retour. Ce qui veut donc dire pour la bande à Gattuso que si victoire il y a le 26 mars, il y aura un déplacement le 31 du même mois, comme je te le disais à l'instant, soit en Irlande, soit au Pays de Galles à Cardiff, soit du côté de la Bosnie à Sarajevo pour affronter soit la bande à Edin Dzeko, soit nos amis les Gallois. Et donc dans les deux cas, ce sera un match à l'extérieur, chose qui est peut-être pas la plus avantageuse pour une équipe aussi friable mentalement que l'est la nationale est actuellement. Bari et Palerme qui sont en discussion avancent également, nous dit Passion Calcio France, sûrement pour la rénovation des stades. Oui, c'est vrai que ça fait partie des choses importantes. Bari qui est peut-être l'un des stades les plus grands, l'un des plus grands d'Italie, plus de 50 000 places. Un stade qui a déjà accueilli des matchs de la nationale. Et d'ailleurs, Palerme, c'est un stade peut-être encore un peu plus mythique, déjà au vu de l'histoire de ce club sicilien en Série B et en Série A aussi d'ailleurs. Mais Bari est un stade qui a déjà accueilli des matchs de la nationale. Et donc ça pourrait être aussi l'occasion de le revoir mis en valeur, puisque Bari si mes souvenirs sont bons, Passion Calcio France va être là pour nous confirmer tout ça, mais je crois que ça ne joue plus la montée en Serie A Bari cette saison. C'était le cas il y a quelques années avec un match d'accession face à Cagliari notamment. Je crois que c'est un peu plus dur pour Bari cette année. 58 000 places en Série B, voilà justement, c'est
la stat que j'avais en tête, plus de 50 000 places pour ce stade qui est absolument immense. Barry joue le maintien, voilà. Je suis pas autant la série B que notre ami Passion Calcio France, mais je reste pas trop largué sur ça quand même. Ça me laisse l'occasion pour vous de me dire si vous avez un dernier sujet que vous avez envie qu'on évoque ce soir, puisque j'ai l'impression là sur cette petite demi-heure qu'on a balayé pas mal de sujets. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les performances en Coupe d'Europe des clubs italiens? Est-ce que ce 11 de la nationale, ce 11 probable vous inspire quelque chose? N'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a une autre thématique, un autre sujet que vous avez envie qu'on évoque avant qu'on clôture ce live, histoire qu'on puisse tous aller se coucher avec des étoiles dans les yeux si vous êtes supporter de Bologne, ou avec peut-être une petite larme à l'œil si vous êtes supporter de l'AS Roma, pour conclure ce live. La course au top 4, oui. Et bien, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette course au top 4? C'est vrai qu'on en parle, j'essaye d'en parler le plus souvent possible à Calcio Théo, parce que c'est vraiment complètement fou ce qui se passe. Il y a un écart de plus en plus serré quand même, c'est assez intéressant à suivre. C'est vrai que je vous ai pas mis le classement. Je vais voir si je peux pas réussir à vous faire une petite manip là pour réussir à vous le ramener, ce classement. Ce serait quand même sympa qu'on ait ça sous les yeux. Parce que c'est vrai il y a il y a une fin de saison complètement bouleversante qui va attendre, alors qu'il va pas attendre l'Inter. Je pense que l'Inter, avec leur victoire face à leur victoire, enfin leur match nul plutôt ce week-end, mais dans le même temps l'absence de victoire du côté de l'AC Milan qui allait perdre face à la Lazio, ça semble vraiment complètement bouclé. Alors je viens de vous le mettre à l'arrache, mais théoriquement, si je vous fais ça, vous devriez avoir le classement sous les yeux. Ce sera quand même plus sympa pour vous de savoir de quoi on parle un petit peu. Donc ce classement, oui, cette course au top 4 qui est encore super intéressante, qui est loin d'être terminée pour le coup, et qui va nous promettre de belles rencontres sur la fin de saison. Je vous le disais, on va pas se mentir, l'Inter, ça semble quasiment acté, hein, c'est 8 points d'avance à un peu moins de 10 journées de la fin du championnat. Maintenant, l'AC Milan se retrouve obligé de regarder derrière après cette nouvelle défaite face à la Lazio. Napoli et Como, il y a encore ce petit écart, on va dire, entre le troisième et le quatrième. Et derrière, 4, 5, 6 et même 7, puisque l'Atalanta est pas non plus très loin. Ça va se battre jusqu'au bout pour aller jouer cette Coupe d'Europe. Si vous avez des favoris dans le chat, je serais très curieux de les lire, savoir pour vous qui est l'équipe la mieux placée pour aller chercher ce top 4 en Serie A. Pour ma part, et c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous en message privé sur Calcio Théo, j'ai quand même la sensation que Como est l'équipe à l'instant T la mieux parée avec la Juve. Donc une logique sportive vraiment purement respectée. La Roma, peut-être que la dynamique va changer pour eux après cette élimination en Europa League, et donc l'obligation pour eux, on le disait en début d'émission, de se qualifier non plus par la voie royale mais par la voie du classement. Ce sera un top 4 ou rien pour la bande à Gasperini s'ils veulent retourner en Ligue des Champions. L'Atalanta, il y a 4 victoires d'écart avec l'AS Roma, 3 d'écart avec la Juve et Como, et c'est un retour qui serait miraculeux s'ils vont chercher ce top 4 pour une équipe que Juric a laissé, on le rappelle, à la 13e place. Ça semble tellement loin, cette époque où Ivan Juric était l'entraîneur de l'Atalanta, mais c'est quand même toute une partie de saison, quasiment un tiers pour la DA, qui a été complètement en sous-marin et en dessous des radars. Au final, ils sont remontés parce que Bologne, à la Lazio, ça n'a pas été à la hauteur, et puis le ventre mou de la Serie A, l'Atalanta pouvait évidemment prétendre à mieux. Maintenant, ils sont 7e, donc à 6 points de ce top 5 avec la Juve, à 7 points de Como, et peut-être cette possibilité pour eux d'aller chercher encore des belles places qualificatives. Est-ce que le manque d'expérience va pêcher pour Como? Alors franchement, c'est une des questions que j'essaye de me poser parfois, et j'ai l'impression que le manque d'expérience, on va peut-être le voir la saison prochaine pour Como en Coupe d'Europe, mais j'ai pas l'impression qu'on va le voir cette saison en Serie A. Dans la mesure où ils sont tellement en vent de fraîcheur par rapport à la façon avec laquelle ils jouent, par rapport avec la façon avec laquelle ils fascinent leur équipe, que aucun club de Serie A arrive réellement à mettre en place de pièges anti-com. Il y a eu énormément de matchs pour l'équipe à Fabregas où face au top 4, au top 5 même, ils perdent, mais sur des miracles parce qu'ils ont dominé de la tête et des épaules les rencontres. Même face à l'AC Milan, c'est le dernier souvenir que j'ai en tête, les victoires que l'AC Milan a pu connaître face à Como cette saison ont relevé sous le nom du miracle. C'est une équipe qui déjà la saison dernière avait commencé à montrer un peu de quoi elle était capable en battant à l'époque le Napoli, la Fiorentina, la Juventus, qui étaient des équipes bien classées la saison dernière, qui le sont quasiment toutes encore cette saison. Et donc en Italie, vraiment, c'est une grosse radia quand même. Je pense que si vous êtes encore avec moi ce soir, vous le savez, pour suivre régulièrement la Serie A. J'ai plus peur qu'on ait une équipe qui découvre, parce que ce sera la première participation à une Coupe d'Europe pour Como la saison prochaine, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Conference League. Et donc là, peut-être qu'on risque de voir une équipe et un visage
vraiment un peu innocent, un peu petit pousset, et que même ce groupe là qu'on a actuellement pour l'équipe, pour la bande à Fabregas, elle sera peut-être différent la saison prochaine. C'est peut-être pour ça que ce sera intéressant. Je pense qu'à ce moment-là, on pourra parler de manque d'expérience, mais je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'ai quand même la sensation que Como, il y a pas de, ils sont très très relaxés et détendus, peu importe l'adversaire qu'ils affrontent cette saison en Serie A, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ces résultats. Venezia également qui est à 99% de retourner en Serie A. Monza pourrait suivre, le troisième ticket va être passionnant, on dit Passion Calcio France. Bah oui, alors Venezia et Monza, ce serait pour le coup l'ascenseur, un peu comme 3 MS en Ligue 1. Un retour aussi vite qu'un départ pour les deux clubs qui donc reviendraient en Serie A. On va suivre ça, hein. Pour le coup, c'est vrai que la troisième équipe, ça peut m'intéresser, notamment parce que Pippo Inzaghi, qui avait permis à Pisa de remonter en Serie A 34 ans après, il n'a pas voulu prendre son poste et il est donc retourné en Série B, l'ancien attaquant de l'AC Milan, qui est un peu en difficulté aussi, qui a un bilan, je crois qu'il frôle les 30% de victoires en Serie A en tant que coach. C'est vraiment compliqué, il est plus à l'aise en deuxième division et il joue la montée avec Palerme cette saison. Peut-être qu'il va essayer de les ramener en Serie A également. Moi, j'aimerais bien voir l'AS Roma en Ligue des Champions de Dinizar. Évidemment, j'en parlais un peu plus tôt, mais c'est un retour hyper romantique et symbolique. Le Stadio Olimpico en orange et jaune, avec cette hymne de la Ligue des Champions, suivi de l'hymne de la Roma, c'est peut-être l'une des plus belles vitrines que peut offrir l'Italie, mais ça passe aussi par des résultats. Et c'est vrai que l'AS Roma, sur les dernières saisons, même s'il y a eu des derniers carrés en Europa League, une victoire en Conference League, là encore ce soir un huitième de finale de Coupe d'Europe, en championnat, c'est pas toujours la même dynamique. Cette saison, il y a eu quand même un moment donné où l'AS Roma était première, hein, quasiment avec l'Inter. Alors on parle de ce premier tiers du championnat. Au final, l'AS Roma, à un peu moins de 10 journées de la fin, elle est sixième avec 51 points, à 3 points donc de ce top 4. La dernière place, vous le voyez au classement, elle est actuellement pour Como, pour aller se qualifier directement en Ligue des Champions. Ce serait beau et extrêmement symbolique, mais ça doit se faire d'un point de vue sportif. Et je pense que là, pour l'instant, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions, la l'AS Roma. Alors, est-ce que cette défaite, puisque si vous nous rejoignez que maintenant, c'est Bologne qui est passé dans ce huitième de finale d'Europa League face à l'AS Roma, va mettre maintenant la bande à Gasperini dans cet objectif absolu du top 4. Il va leur rester 9 journées pour prouver ça. Ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont encore laisser des points à droite à gauche et on va pas voir d'AS Roma en Ligue des Champions la saison prochaine? C'est, je pense, toute la question qu'on va être en droit de se poser sur cette fin de saison-là. Je vois qu'il y a deux supporters de Metz qui se sont trouvés dans le chat. Écoutez, je pense que sur ces sages paroles, on va pouvoir conclure ce live. Messieurs, dames, c'était super cool de se retrouver à nouveau sur Twitch. 40 minutes à discuter avec vous, c'était super sympa. J'espère que vous avez pu raconter et discuter des sujets dont vous aviez envie qu'on parle ce soir sur Calcio Théo. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur l'économie de la Serie A, le quiz et le débrief comme d'habitude ce week-end. Et puis on espère pouvoir reparler de plein de belles choses de nouveau ici sur Calcio Théo, que ce soit en direct, ici sur Twitch, en format long sur YouTube ou bien en format verticaux sur TikTok, YouTube et Instagram. Merci pour la force les amis, merci d'avoir été présents avec moi ce soir, plein de belles choses. Et puis n'oubliez pas que suivre la Serie A c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo c'est mieux. A très vite, prenez soin de vous, ciao.